Alors, donc, le sujet de ce matin, de cette première conférence, c'est l'égalité, un mythe révolutionnaire. Effectivement, l'égalité est au centre de l'idéologie révolutionnaire. Alors, je vais faire ça de façon, essayer de faire ça de façon très didactique. Donc, 5 points. La position du problème, l'égalité. Pourquoi cette exigence d'égalité en deuxième partie? On verra ensuite en quoi l'égalité est purement formelle et mensongère, du moins telle qu'elle est revendiquée dans l'idéologie révolutionnaire. En quatrième partie, quelles sont les conséquences de cet individualisme égalitaire né à la Révolution française? Et puis, en dernière partie, 2 questions subsidiaires sur la question d'égalité, que donc je vous découvrirai à ce moment-là. Alors, position du problème. Pourquoi ce titre, l'égalité, un mythe révolutionnaire? Les deux mots ne sont pas accolés par hasard, effectivement. Ils signifient que l'égalité est l'expression d'un désir chimérique, qui est lié à l'essence même de l'idéologie révolutionnaire. L'égalité est bien au centre de l'idéologie révolutionnaire. Dans la devise de la République, d'ailleurs, liberté, égalité, fraternité, l'égalité est le terme pivot, parce que c'est le mythe central de la Révolution. On a dit que la fraternité avait été mise par les révolutionnaires, les constituants, disons, pour la perspective, pour avoir sur 3 termes, c'est plus équilibré. On peut dire essentiellement que la liberté et la fraternité sont des valeurs effectives, que nous ne renions pas, et que de fait, seule l'égalité pose vraiment problème. En effet, nous n'avons rien contre la liberté, même si à l'Action française, nous la préférons au pluriel, nous préférons parler des libertés concrètes. Nous n'avons également rien contre la fraternité. La fraternité, après tout, est un sentiment chrétien qui est au fondement même de notre société, et même si la fraternité républicaine est une caricature de la fraternité chrétienne. Mais la liberté et la fraternité, ce sont des valeurs réelles, positives en soi. L'idéologie révolutionnaire en fait peut-être un mauvais usage. Il n'en reste pas moins qu'une société de citoyens doit être une société de citoyens libres. France, c'est la liberté. Être franc, c'est être libre. Ça, vous le savez. Et si un pays est une amitié, comme disait Maurras, eh bien, il doit au moins y régner une sorte de fraternité sociale. Donc, liberté, égalité, fraternité. Seule l'égalité pose problème parce que l'égalité, elle, n'est pas une valeur. Elle n'est pas une valeur sociale. C'est un désir, une tendance, une revendication. La révolution en a fait une valeur sociale et c'est, à notre sens, du moins au sens contre-révolutionnaire, c'est une erreur. C'est même un non-sens. Comme le dit Maurras, l'égalité ne peut régner nulle part, mais son obsession, son désir, établissent un esprit politique directement contraire aux besoins vitaux d'un pays. L'esprit démocratique, dans la bouche de Maurras, l'esprit démocratique et l'esprit égalitaire sont 2 expressions quasiment synonymes. L'esprit démocratique tue la discipline militaire et le peuple a besoin d'une armée. L'esprit démocratique, par l'envie qu'il distille, tue la concorde civile, la cordialité, la paix entre particuliers, et le peuple a besoin de concorde, de paix et de cordialité. Cette fraternité sociale dont je parlais tout à l'heure, Maurras, lui, préfère employer le terme de concorde ou de cordialité. Maurras discerne donc une contradiction interne à la devise même de la République. On peut en effet mettre ensemble, assembler liberté et égalité, puisque la liberté suppose, comme vient de dire, la concorde, la paix, la cordialité, alors que l'égalité, au contraire, va inclure la concurrence. Et on ne peut pas non plus assembler l'égalité avec la fraternité, puisque l'égalité va distiller, comme dit Maurras, l'envie. Donc la devise républicaine est bien contradictoire. Comme dit encore Maurras dans les temps de Berre, l'égalité ne peut régner qu'en nivelant les libertés qui sont inégales de leur nature. Ça, nous le reverrons. Les libertés sont inégales de leur nature. Il va même jusqu'à écrire, toujours dans mes idées politiques, l'expérience de l'histoire est pleine des charniers de la liberté et des cimetières de l'égalité. L'expérience de l'histoire est pleine des charniers de la liberté et des cimetières de l'égalité. Pourtant, c'est le mythe central de la Révolution, et on se pose la question, pourquoi cette exigence d'égalité? Alors, pour 2 raisons. Si on fait rapidement de la psychologie sociale, on pourrait dire que le désir d'égalité s'inscrit aux confins de 2 sentiments, un sentiment noble et un sentiment qui est moins noble, qui sont présents dans la nature humaine. D'un côté, il y a l'exigence de justice, et de l'autre, l'envie. L'envie, c'est regarder familièrement dans l'assiette du voisin pour voir si sa part n'est pas la plus grande que la vôtre. L'enfant, comme on dira, a les yeux plus gros que le ventre. Il vivra toujours mal le fait que l'enfant d'à côté ait une part de gâteau plus grosse que l'autre. Il y a une envie fondamentale, dans la nature humaine.
Ça, c'est le sentiment qui n'est pas très noble, effectivement. C'est cette volonté toujours de regarder chez autrui et de vouloir atteindre ce qu'a autrui. Même s'il y a pouvoir avoir des raisons objectives à ce qu'il y a effectivement une inégalité, par exemple diététique. Bon. De l'autre côté, un sentiment noble, et là c'est beaucoup plus profond, c'est l'exigence de justice. Or, trop souvent, on confond égalité et justice. Maurras demande, l'égalité est-elle toujours la justice? N'est-il pas plus exact de dire que la véritable justice s'exerce par rapport à l'extrême inégalité des conditions sociales, que la véritable justice s'exerce par rapport à l'extrême inégalité des conditions sociales et des natures humaines. Alors là, Maurras fait référence vraiment à toute une tradition philosophique qui remonte à Aristote. On sait en effet depuis Aristote, donc philosophe antique du IVe siècle avant Jésus-Christ, qu'il existe deux types de justice. Ce qu'on appelle la justice commutative et la justice distributive. Deux types de justice. Il établit ça notamment dans l'éthique à Nicomaque, la justice distributive et la justice commutative. Alors la justice commutative, qu'est-ce que c'est? C'est la justice arithmétique. C'est celle qui règle les échanges. On considère deux personnes qui sont égales entre elles et ils vont faire un échange de parts égales. C'est la justice strictement égalitaire arithmétique qui ignore les différences entre les individus. Ça s'appelle la justice commutative. La justice distributive, au contraire, est proportionnelle ou géométrique. Elle ne va pas distribuer de façon égalitaire, arithmétique, les parts. Elle va prendre en considération les inégalités entre les personnes. C'est aux personnes inégales, des parts inégales. Quand vous avez des personnes inégales, des parts inégales. Et si vous reprenez l'exemple un peu trivial tout à l'heure du repas, pour des besoins diététiques, effectivement, entre deux enfants ou un adulte et un enfant qui n'ont pas les mêmes besoins diététiques, il y aura des parts de nourriture inégales. Et pourtant, il y aura inégalité, mais il n'y aura pas injustice. Ça correspond effectivement à des situations inégales. Or, pour Aristote, justement, cette justice distributive s'exerce, dit-il, dans la distribution des honneurs ou des richesses ou des autres avantages qui peuvent être répartis entre les membres d'une communauté politique. C'est donc bien sur la justice distributive que repose pour Aristote, et ça c'est pour toute la tradition thomiste et jusqu'à Maurras, la concorde sociale. C'est donc affirmer que la vie sociale a pour socle non pas une égalité arithmétique, que rien ne justifie, sinon on l'a vu l'envie, mais cette justice supérieure, qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est le vieux principe du droit romain, sum quique tribuere, rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc, c'est-à-dire, effectivement, en respectant, conformément aux inégalités existant entre les situations, entre les personnes. Donc, égalité et justice ne sont pas du tout synonymes. Pour qu'elles soient synonymes, il faut des partenaires égaux, vivant dans des situations égales. Cela peut se rencontrer, effectivement, c'est peut-être une exigence, par exemple, dans les clubs privés. Quand on rentre dans un club, c'est qu'on est entre pairs, entre égaux. Effectivement, il y a une égalité de situation et une égalité, justement, donc, qui va être respectée à tous les échelons de ce club privé, par exemple. Mais c'est quelque chose d'artificiel, c'est un contrat qui est fait de façon volontaire entre des gens qui ont des situations égales. Donc cette égalité, effectivement, peut exister de façon réduite, mais ce n'est pas l'égalité qui est règle. Ce n'est pas la différence qui est l'exception, dit Maurras. Rien n'est plus exceptionnel que l'égalité. Et cette égalité-là, on en raconte rarement dans les relations sociales. Dans un État puissant, vaste, riche et complexe comme le nôtre, écrit-il dans l'enquête sur la monarchie, chacun assurément doit avoir le plus de droits possible. Mais il ne dépend de personne de faire que ces droits soient égaux quand ils correspondent à des situations naturellement inégales. Quand donc, en un tel cas, la loi vient proclamer cette égalité, la loi ment. La loi ment, effectivement. Quand on proclame l'égalité, c'est un mensonge. Et donc, pour la pensée contre-révolutionnaire, l'égalité révolutionnaire, effectivement, une illusion, est un mensonge. Alors, dans ces conditions, pourquoi ce triomphe d'une telle idéologie? Il y a un nom que vous connaissez certainement, que vous allez connaître, que je vais vous apprendre, c'est Tocqueville, un philosophe social du XIXe siècle, qui s'est penché sur l'Amérique, qui s'est penché également sur l'Ancien Régime, c'est ces deux grands livres, donc La démocratie en Amérique et l'Ancien Régime de Tocqueville. Et pour Tocqueville, l'égalité, l'idéologie égalitaire est une tendance lourde de l'histoire humaine.
l'égalité des conditions, dont la démocratie est la traduction politique, c'est la tendance générale et inévitable des peuples pour Tocqueville. Bien évidemment, cette égalité est imaginaire. C'est un mythe agissant. Mais c'est un mythe qui, effectivement, fait avancer l'histoire pour Tocqueville. Elle modifie donc l'ensemble des relations entre les hommes, en faisant de l'égalité la norme, une norme qui ne sera jamais atteinte, mais néanmoins, c'est ce vers quoi tendent les sociétés humaines. C'est bien ce que Maurras dira, les démocraties politiques sont purement verbales, c'est une norme imaginaire, l'égalité est un mythe agissant, néanmoins, c'est bien ce qui fait avancer l'histoire depuis la modernité. Alors, par exemple, Tocqueville donne un exemple célèbre, c'est la relation qui s'établit dans une société égalitaire entre un maître et son serviteur, car il y a toujours des maîtres et des serviteurs, même dans une société à prétention égalitaire. Dans l'ancienne société aristocratique, cette relation est considérée comme figée. Le maître et le serviteur sont deux hommes de qualité sociale différentes dans une relation qui est figée. Au contraire, dans la société moderne, cette relation entre maître et serviteur va être pensée comme libre, c'est le fruit d'un accord, le serviteur a signé un contrat avec son maître, c'est le fruit d'un accord, et comme temporaire, l'accord peut être rompu. C'est également, bien évidemment, la relation salariale qui existe de nos jours, le contrat est libre, volontaire, et il peut être rompu. Il y a des conditions législatives, conditions réglementaires définies, préavis, etc., mais le contrat peut être provisoire. En fait, c'est souvent un mensonge. Parce que même si le maître et le serviteur se perçoivent tous deux comme deux membres semblables du corps social, en fait, l'inégalité demeure entre eux, et c'est plutôt le serviteur qui aspire à être un membre semblable au maître, que le maître, bien évidemment, se considère comme lui-même comme un semblable au serviteur. L'égalité réelle demeure, non seulement économique, mais même l'égalité sociale demeure. Donc, l'égalité des conditions, cette égalité des conditions que Tocqueville considère comme le moteur de l'histoire moderne, c'est une construction sociale imaginaire, c'est le mythe fondateur de la démocratie. Néanmoins, c'est cette attitude mentale qui fait de l'homme démocratique un homme nouveau. C'est une attitude mentale avant tout. C'est d'autant plus vrai que cette attitude mentale donc, qui est née, Tocqueville pense qu'elle est née même avant la Révolution, que le mythe de l'égalité que finalement la Révolution est l'aboutissement de ce mythe de l'égalité, son triomphe. C'est tellement vrai que au début de la Révolution, il a fallu vous aviez une proclamation de l'égalité civile, une proclamation de l'égalité entre les hommes, mais en même temps, premièrement, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc, c'était une égalité qui excluait la moitié quand même des citoyens. Les femmes ont le droit de vote qu'en 45. Elles l'ont exercé, donc 45-46, mais elles l'ont en 45, mais elles l'ont exercé, je crois, les premières élections étaient en 46, 1946, j'entends bien évidemment. Alors que l'action française était favorable au droit de vote depuis bien avant. Mais l'action française, la République ne leur a donné aux femmes qu'en 1945. Et deuxièmement, il a subsisté durant un long temps après la Révolution française le vote censitaire, c'est-à-dire qu'on payait en fonction de ses impôts. On considérait que seul un citoyen qui avait des biens était intéressé à l'avenir de la nation. Donc le suffrage censitaire a subsisté jusqu'en 1848. Et même certains citoyens à l'intérieur même de la société française après la Révolution avaient un passeport intérieur. Sous l'Empire, ce passeport a été conservé longtemps sous la Restauration, ce qui est une erreur d'ailleurs de la restauration de la monarchie. Les ouvriers avaient un passeport intérieur pour se déplacer, parce qu'on craignait justement les ouvriers. On craignait les ouvriers et leurs tendances révolutionnaires. Et par exemple, dans cette société égalitaire qui était la France, théoriquement égalitaire qui était la France d'après la Révolution, les ouvriers avaient un passeport intérieur, comme il en existait un dans l'Union soviétique par exemple, un passeport intérieur jusqu'à la fin de l'Union soviétique. Donc, vous voyez bien que l'égalité est avant tout une construction sociale imaginaire. De plus, Tocqueville, pour finir avec Tocqueville, il note lui-même que l'égalité des conditions fragilise toutes les relations hiérarchiques de subordination. Et qu'en fragilisant, mais évidemment, toutes ces relations hiérarchiques de subordination, elle détruit également les liens de protection que le monde aristocratique avait pu préserver. Car les liens de dépendance, c'est peut-être dur à entendre, évidemment, notre mentalité contemporaine, mais les liens de dépendance sont aussi bien souvent des liens de protection. Donc une société égalitaire est également une société où l'individu va être isolé. Donc on peut dire qu'en réalité, c'est bien sur une égalité formelle et mensongère, mon troisième point, que repose la République française. Et Marx, d'ailleurs, par exemple, l'avait très bien vu.
Hein. Marx qui avait vu dans la Révolution bourgeoise, quand Marx parle de la Révolution bourgeoise, il faut entendre la Révolution de 1789, que la Révolution bourgeoise est le triomphe de l'égalité formelle. Alors que plus tard, le communisme sera, lui, le triomphe de l'égalité réelle. Hein, mais bon, ça c'est tout le processus historique marxiste. Donc, si vous voulez, l'idéologie révolutionnaire peut bien proclamer à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme que vous connaissez tous, les hommes naissent libres et égaux en droit, naissent et demeurent libres et égaux en droit. En réalité, cette idéologie a une conception abstraite de cette liberté et de cette égalité. Il faut alors revenir à Rousseau. Rousseau, dont est inspiré ce premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à deux de ses ouvrages, dont vous connaissez également les noms, sur lesquels vous avez déjà dû travailler pour ceux qui ont fait de la philo, des gens moins en terminale, qui est l'origine de l'inégalité parmi les hommes, son discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, et le pendant politique à ce discours, qui est le contrat social. En effet, dans l'origine, Rousseau pose sa conception abstraite de l'homme et de la société, et dans le contrat social, il en tire sa conception politique de l'État. Alors, que décrit l'origine de l'inégalité? Je vais simplement vous donner le jugement de Maurras sur le discours d'origine de l'égalité, mais ça, je vous y renvoie à l'origine de l'égalité. Je vais pas ce matin vous faire un résumé du discours. Qu'est-ce que Maurras dit de ce discours? Que cette origine décrit les commencements de la société humaine comme le fruit de conventions, entre des gaillards tout formés, pleins de vie consciente et libre, agissant sur le pied d'une espèce d'égalité. En effet, si la société a pour fondement un contrat, eh bien, c'est que précisément ce contrat a été fait entre des individus, des gaillards, comme dit Maurras, tout formés, pleins de vie consciente et libre. C'est-à-dire qu'effectivement, Rousseau ne prend pas en compte la réalité sociale. Et d'ailleurs, que dit Rousseau dans son introduction? Trois mots très célèbres de Rousseau: écartons tous les faits. Rousseau, dans son introduction à l'origine de l'égalité, pose comme principe qu'il faut écarter tous les faits. Il le dit noir sur blanc: écartons tous les faits. C'est-à-dire que la réalité humaine et la réalité sociale n'intéressent pas Rousseau, ni plus tard ses disciples, pas plus qu'il n'intéresse donc leurs disciples actuels. Écartons tous les faits. Je vais prendre un exemple parce que ça a quand même engagé une bonne part de notre militantisme cette année, le mariage pour tous. On proclame effectivement de manière abstraite par égalité entre différents types de couples, entre différents prétendus types de familles. On va proclamer une égalité abstraite, mais on écarte tous les faits. On proclame de façon volontariste et arbitraire des réalités qui n'existent pas. Et on comprend justement pourquoi de telles idéologies s'attaquent de manière primordiale, l'idéologie de Rousseau qui a abonné ses 6 enfants. On comprend pourquoi ils s'attaquent à la structure même de la société, qui est la famille. Puisque la famille, on peut le dire, est contre-révolutionnaire par essence. Pourquoi est-elle contre-révolutionnaire par essence? Parce que la famille est pure de toute égalité. Et ça, je le mets entre guillemets, pure de toute égalité. C'est pas de moi, c'est de Maurras. Et vous avez un texte que vous avez ici en entier, là, je reprendrai quelques lignes seulement, de Maurras, qui s'appelle, je crois que Stéphane vous en a parlé déjà hier au groupe 2, qui est le texte de la politique naturelle dans mes idées politiques, le fameux texte sur le petit poussin. Donc, je vais vous rappeler simplement quelques lignes. Vous pouvez le suivre pour ceux qui ont devant eux leur légitimité, introduction, attendez. Voilà, page 22, merci. Page 22, mais je ne vais pas tout vous lire, de toute façon vous l'avez sous les yeux. Ça n'aura aucun intérêt, je vous en lis 2-3 passages qui me semblent particulièrement importants. Alors, le petit poussin brise sa coquille, ce sont les premiers mots de la politique naturelle. Mes idées politiques, c'est un texte de Maurras qui, comme beaucoup de livres de Maurras, ont été faits à partir d'articles qu'il a écrits les années précédentes, ou d'articles fondamentaux. Et on a demandé à Maurras d'écrire une préface originale à ce recueil. On pensait à 3-4 pages. Et Maurras a écrit 50 pages, qui s'appelle La politique naturelle, et qui est véritablement un opuscule de philosophie politique. Le petit poussin brise sa coquille et se met à courir. Peu de choses lui manquent pour crier « je suis libre ». Mais le petit homme. Au petit homme, il manque tout. Bien avant de courir, il a besoin d'être tiré de sa mère, lavé, couvert, nourri, avant que d'être instruit des premiers pas, des premiers mots,
il doit être gardé de risques mortels. Le peu qu'il a d'instinct est impuissant à lui procurer les soins nécessaires. Il faut qu'il les reçoive, tout ordonné d'autrui. Son existence a commencé par cet afflux de services extérieurs gratuits. Son compte s'ouvre par des libéralités dont il a le profit sans avoir pu les mériter, ni même y aider par une prière. Il n'en a rien pu demander ni désirer. Ses besoins ne lui sont pas encore révélés. Cette activité sociale a donc pour premier caractère de ne comporter aucun degré de réciprocité. Elle est de sens unique, elle provient d'un même terme. Quant au terme que l'enfant figure, le terme, il est muet. Infans, enfant en latin, ça veut dire celui qui ne parle pas, infans, celui qui ne parle pas, est dénué de liberté comme de pouvoir. Le groupe auquel il participe, en fait la famille, le groupe auquel il participe est parfaitement pur de toute égalité. Aucun pacte possible, rien qui ressemble à un contrat, ou comme dit également Rousseau, une convention. Ces accords moraux veulent que l'on soit deux. Le moral de l'un, c'est-à-dire de l'enfant, n'existe pas encore. Nous assistons donc, dit encore Maurras, à un spectacle d'autorité pure, à un paysage de hiérarchie, donc d'inégalité, absolument net. Ainsi, non pas autrement, se configure au premier trait le rudiment de la société des hommes. Et ce texte a pour titre, donc, l'inégalité protectrice. L'inégalité protectrice. Donc, on ne saurait faire un texte qui soit à la fois plus anti-rousseauiste, bien sûr, ni plus réaliste. On disait tout à l'heure que la justice sur laquelle repose la société était la justice distributive, à chacun selon qui lui est dû. Maurras va même encore plus loin. Avant même la justice, il y a quelque chose de plus important encore qui est au fondement de la société, c'est la grâce et l'amour. Maurras fait reposer finalement la société sur la grâce et l'amour. La grâce, c'est le don gratuit, ce qu'on reçoit par grâce et qu'on n'a pas mérité. Non, c'est plus une grâce. La grâce, c'est le don gratuit, et ce don gratuit est fondé sur quoi? Sur l'amour. Il le dit encore un peu plus loin. Si les mères répondent qu'il faut bien faire vivre ce qu'on en a fait naître, donc son enfant, leur sentiment n'est point à classer entre les dures actions du juste. Il procède du souple décret d'une grâce, ou si l'on tient absolument à parler justice, celle-ci se confond certainement avec l'amour. Donc, si vous voulez, là, Maurras fait vraiment... Pour Maurras, qui n'était pas, vous le savez, croyant, qui était agnostique, c'est-à-dire qui ne se prononçait pas sur les problèmes métaphysiques du salut de l'homme, eh bien, néanmoins, là, il fait référence à deux grands sentiments qui, pour nous, dans la société chrétienne, sont fondamentaux, qui est la grâce et l'amour, au fondement même de la société. Alors, quels vont être les... Alors, on comprend dès lors que déclarer comme principe quasi métaphysique que les hommes naissent libres et égaux en droit est lourd de conséquences, parce que l'égalité, le mythe de l'égalité, peut devenir ce qu'on appelle un véritable nœud des Danaïdes. C'est-à-dire que ça peut être un mythe qui va se faire s'engouffrer toutes les revendications les plus démagogiques les unes que les autres, toutes les envies également, tous les désirs plus ou moins généreux et plus ou moins intéressés. Donc, les conséquences de cet individualisme égalitaire vont être considérables. Alors, je vais en discerner quatre principales, dans quatre domaines, quatre plans bien définis. Au plan national et historique, au plan économique, au plan social et au plan politique. Sur quatre domaines, le domaine au plan national et historique, au plan économique, au plan politique et au plan social. Alors, premier plan, au plan national et historique, qui a eu pour conséquence la proclamation de l'égalité, d'une révolution d'égalité à la Révolution. Nous avons assisté à une France coupée de sa réalité charnelle, économique, sociale, culturelle. Ça a été exactement le premier travail de la Révolution. Qu'a fait d'ailleurs la Révolution comme premier travail, avant même que la République soit proclamée, dès 1789. C'est-à-dire au temps même de la monarchie encore, qui allait devenir constitutionnelle, le travail des constituants. Quel a été le premier travail fait par la révolutionnaire? C'est quelque chose auquel on vit tous les jours, aujourd'hui. C'est sur les plaques d'immatriculation de nos voitures. Les départements. Les départements. Quelque chose qui aujourd'hui est devenu une réalité, presque charnelle, c'est vrai pour nous citoyens français, parce que ça fait plus de 2 siècles qu'on vit avec les départements. Mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau à l'époque, puisque le département, était venu. Quel était le but, l'objectif des départements? C'était de rompre avec les provinces. Et quelle était la première volonté, là, c'est vraiment le mythe de l'égalité, point de vue arithmétique du terme.
quel était le premier projet de départementalisation de la France? C'était oui, très bien, de découper la France comme un damier, de faire des départements carrés, hein, carrés, voilà, carrés, couper la France comme un damier, avec donc chaque carré devant permettre à un citoyen d'aller, avec la préfecture au milieu, d'aller la possibilité d'aller à cheval en une journée à la préfecture, parce qu'on était à l'époque des chevaux à l'époque. Hein. Donc c'était ça, faire des carrés de telle dimension, et les départements actuels ont également encore d'ailleurs, sont pas carrés, mais les départements actuels ont pour dimension effectivement le fait de pouvoir aller à cheval à la préfecture en une journée. C'est souvent pour ça, il y a quelques exceptions, mais souvent la préfecture se trouve au centre du département à cause de cela. Donc effectivement, ça c'est significatif de l'esprit égalitaire qui a présidé dès 1789 à la Révolution. C'est couper la France de sa réalité historique et culturelle. Faire de la France un territoire séparé, enfin réparti en damiers qui devaient être les départements. Et Taine le dit très bien, Taine, hein, l'écrivain, le philosophe Taine du 19e siècle, dans les origines de la France contemporaine, un texte que Maurras avait lu et beaucoup médité, Taine le dit très bien. La constituante, donc la première assemblée, la constituante a dissous tous les ordres et toutes les sociétés particulières de l'Ancien Régime pour ne laisser qu'une poussière d'individus désagrégés face à l'État, parce que, dit encore Taine, sitôt qu'on fait partie d'un ordre, on reçoit de lui un appui distinct, et toute distinction est contraire à l'égalité civile. Dès que vous faites partie d'un ordre, vous recevez de cet ordre un appui, et cette distinction est contraire à l'égalité civile. C'est pourquoi, si on veut que les hommes restent égaux et deviennent citoyens au sens rousseauiste du terme, il faut leur ôter tout centre de ralliement qui ferait concurrence à l'État et donnerait aux uns quelques avantages sur les autres. En conséquence, on a tranché toutes les attaches naturelles ou acquises. Les attaches naturelles ou acquises, c'est celles que la géographie, le climat, l'histoire, le métier, la famille permettaient d'unir. On a supprimé donc les anciennes provinces, on a supprimé les corporations, et on a coupé la France, je m'y trompe donc comme il le dit également, comme un damier, pour n'obtenir que des individus isolés et juxtaposés. Donc voilà, donc la première conséquence au plan national et historique de l'égalité révolutionnaire, c'est qu'effectivement, on a coupé la France et surtout les Français de leur histoire, de leur culture, de leur réalité provinciale et historique, pour aboutir à un individualisme égalitaire. Sur le plan social, deuxième conséquence, eh bien, au nom de l'égalité toujours arithmétique, cette conception arithmétique de l'égalité, au plan social, on a forgé le mythe d'hommes libres entre eux, d'hommes libres entre eux, concluant des contrats professionnels. Ça a été, dès 1791, un décret, une loi plutôt, des décrets d'application, qui a été la loi Le Chapelier. Chapelier en 1791, au nom de l'égalité révolutionnaire, au nom de la justice commutative, hein, de l'égalité commutative, a décrété qu'il ne devrait plus y avoir du tout d'association professionnelle. On disait à l'époque de corporation. C'est-à-dire que ni les ouvriers, ni les patrons ne pourraient s'assembler en syndicats, en corporations, en associations professionnelles, pour défendre, comme dit la loi Le Chapelier, leurs prétendus intérêts communs. Les patrons n'ont pas de prétendus intérêts communs, les ouvriers n'ont pas de prétendus intérêts communs, il n'y a que des individus seuls, égaux entre eux, qui, le mythe on l'a vu tout à l'heure, contractuellement décident prétendument, librement de leur contrat de travail. Et ça allait si loin, ce décret Le Chapelier en 1791, que si des ouvriers ou si des patrons étaient surpris en train de vouloir recréer des associations, ils étaient punis de mort. Punis de mort. La loi Le Chapelier s'accompagne de la peine de mort. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous avez suffisamment de notions d'histoire sociale du 19e siècle pour le savoir. L'ouvrier s'est retrouvé seul, sans aucune défense, face au patronat. Hein, seul, sans aucune défense, face au patronat. Hein. Et il est intéressant de noter que ce sont les royalistes et les catholiques sociaux qui, au 19e siècle, dès la Restauration, après donc l'Empire, dès la Restauration, ont essayé de lutter contre cet fait. Que ce soit sur le plan législatif, en proposant des lois
qui permettrait justement d'améliorer le sort de ce prolétariat naissant, hein, ou également sur le terrain, hein, les patrons sociaux, effectivement, ont été le plus souvent des catholiques et des royalistes légitimistes. Et que ce soit sous la Restauration ou sous la Monarchie de Juillet, ce furent toujours les libéraux et les héritiers de la pensée révolutionnaire qui se sont opposés à l'amélioration du sort des ouvriers, qui sont opposés à la remise en cause, effectivement, de cette loi Le Chapelier par la création d'associations professionnelles. Alors souvent on a dit que c'était le caritatif, que c'était les patrons, comment ça s'appelle, paternalisme, etc. C'est vrai, ça a pris cette forme-là au XIXe siècle. Ça a pris cette forme-là. Pourquoi? Tout simplement parce que les associations professionnelles étaient interdites. Évidemment, elles étaient interdites. On ne pouvait agir, effectivement, soit à l'Assemblée, on essayait de faire passer des lois pour améliorer le sort, mais ces lois ont systématiquement repoussées par les libéraux, soit sur le terrain, on ne pouvait faire effectivement que des associations d'entraide, des mutuelles d'entraide, des associations caritatives, parce que c'était la seule chose que la loi autorisait. Les syndicats ne sont retournés, enfin n'ont vu le jour en France que sous Napoléon III, il faut le reconnaître. Napoléon III qui avait une véritable fibre sociale. C'est que sous Napoléon III, effectivement, que les associations professionnelles ont pu voir à nouveau le jour. Mais jusqu'à la fin du XIXe siècle, les royalistes se sont montrés très en avance sur leurs revendications dans le domaine social. Jusqu'à la célèbre lettre sur les ouvriers du comte de Chambord en 1865, si je me rappelle bien la date, où effectivement c'est une lettre très... Bon, le ton peut nous faire sourire aujourd'hui parce que ça fait 150 ans ou 130 ans que cette lettre a été écrite, donc les mots ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Mais si on regarde bien les idées du comte de Chambord, d'Henri V, le comte de Chambord, c'était une lettre qui était très en avance sur son temps, sur la situation des ouvriers, puisqu'il reconnaît le rôle positif du syndicalisme. C'est-à-dire qu'il dépasse largement la volonté des associations caritatives et des associations mutualistes, il reconnaît explicitement le rôle de la revendication syndicale. Donc ce qui était vraiment très moderne en 1965. Et cela, c'est donc jusqu'à la fin du 19e siècle, les royalistes ont été très en avance dans ce domaine-là, jusqu'à Léon XIII. Léon XIII, le pape Léon XIII, qui a fait l'encyclique Novum Rerum sur les questions sociales, mais qui, prenant en considération l'évolution politique de la France, a appelé, vous le savez, au ralliement, a demandé aux catholiques de se rallier à la République. Et il est vrai qu'à partir du bas, le discours royaliste n'a plus la même portée, puisqu'effectivement les catholiques sociaux qui ont écouté Léon XIII ont essayé de modifier, donc ont essayé de peser sur la République pour faire adopter les lois sociales et les lois du christianisme social. Enfin bon, voilà un rapide résumé, c'est pour vous dire qu'effectivement la Révolution, le mythe égalitaire de la Révolution, avec le mythe d'avoir un ouvrier et un patron qui discutent librement du contrat de travail, du salaire, etc., c'est un mythe mensonger, évidemment. C'est un mythe mensonger. Alors, Léon de Montesquieu, qui est un des Maurrassiens, contemporains de Maurras, qui se pensait le plus à la question, dans l'Action française du 24 juin de 1912, dans un article qui était intitulé Mensonge de l'égalité, il cite un constituant qui s'appelait Ducard, qui rendait compte à l'Assemblée en 1791 d'un rapport sur les conditions du travail en France. La liberté du travail, déclarait M. Ducard dans ce rapport, décrétée par la grande constituante, est la raison d'être de notre prospérité individuelle. Elle laisse à tous les citoyens français, ouvriers et patrons, le soin de régler leurs rapports professionnels comme ils l'entendent. Les lois actuelles, donc depuis le décret Le Chapelier, les lois actuelles n'interviennent que pour protéger et faire exécuter les conventions librement consenties par eux et entre eux. Elles doivent respecter avant tout, et de la manière la plus absolue, peine de mort, la liberté individuelle du travail. Et quand vous entendez aujourd'hui dans les réformes sociales, dans les discussions, souvent ça vient du MEDEF, cette volonté de retourner d'en finir avec les accords professionnels et de retourner aux accords d'entreprise et de demander, comme le règlement le permet, de faire passer les accords d'entreprise avant les accords professionnels et les accords de branche, eh bien, sachez que c'est en fait cette vieille revendication libérale qui est par derrière, c'est-à-dire retourner à une situation où c'est l'employé, le salarié, qui discute avec le patron d'homme à homme, comme on dit. D'homme à homme. Mais effectivement, c'est un mensonge que l'on dit Montesquieu
discerné très bien en 1912. Comme le constate Léon de Montesquieu, cette liberté aboutit à ce que le travail devient une marchandise. Marx pourrait le dire également, de toute façon, là-dessus. Là, la constatation, les conclusions ne sont pas les mêmes, mais les constatations sont les mêmes. Le travail devient une marchandise dont le cours, comme toute marchandise, est régi par la loi de l'offre et de la demande. Quand deux ouvriers courent après un patron, le salaire baisse. Quand deux patrons courent après un ouvrier, le salaire monte. Aujourd'hui, effectivement, vu le chômage, ça arrive très rarement que deux patrons courent après un ouvrier. Voilà le libre jeu de bascule que, suivant les libéraux, il faut se garder de troubler. Pour eux, comme le remarquait Leplay, également un philosophe social contre-révolutionnaire du XIXe siècle, l'atelier n'est qu'un marché. Le mal dont les ouvriers se plaignent, conclut Léon de Montesquieu, et contre lequel ils cherchent à réagir, c'est donc profondément aux principes politiques et philosophiques de Rousseau qu'ils le doivent. Et Maurras évoquait d'ailleurs souvent, dans un texte qui s'appelle Liberté et libéralisme, qui est un texte qui est court mais qui est très profond et novateur à l'époque également sur ce sujet, Maurras évoquait la célèbre liberté de mourir de faim, qui était celui de l'ouvrier à son époque. Donc ça, c'est la deuxième conséquence du mythe égalitaire sur le plan social. Troisième conséquence, le plan politique. On peut dire que le mythe de l'égalité a abouti sur le plan politique à l'abandon des libertés concrètes au profit de la dictature de l'État et de la majorité. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de deux livres, L'origine de l'inégalité et le contrat social. J'en viens maintenant au contrat social de Rousseau. En effet, l'expression politique du mythe de l'égalité, se trouve dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Là également, je m'appuie sur l'analyse de Léon de Montesquieu, qui a fait un très bel ouvrage très approfondi sur le contrat social de Rousseau. La République ne peut reconnaître que des citoyens isolés de toute communauté, car seuls des citoyens isolés sont supposés égaux entre eux. On l'a vu tout à l'heure sur le plan social, cela se vérifie également sur le plan politique. Seuls des citoyens isolés, c'est-à-dire détachés de toute attache, déliés de toute attache familiale, professionnelle, historique, culturelle, isolés, sont supposés égaux. Et aujourd'hui, la Constitution ne reconnaît que des citoyens égaux entre eux. Vous savez très bien que la Constitution ne reconnaît aucune communauté. On ne reconnaît que des citoyens libres et égaux entre eux, c'est-à-dire dépouillés de toute attache. Alors c'est évidemment un mensonge, puisque deux citoyens ne pèsent jamais le même poids, mais l'esprit démocratique exige cette fiction. Et pourquoi ? Parce que, pour Rousseau, c'est la somme de ces volontés individuelles qui va aboutir au bien général, à la définition du bien général. La volonté générale, c'est la somme, pour Rousseau, de ces volontés individuelles. Et pour que ces volontés individuelles, justement, puissent, avec rectitude, choisir l'intérêt général, elles doivent être détachées de tout lien social, lien historique, lien culturel, etc. Le citoyen doit être détaché, isolé de tout lien, de toute communauté, pour pouvoir définir l'intérêt général. Mais bien évidemment, dans la pratique, la volonté générale, on n'aboutira jamais à l'unanimité. On le voit bien aux élections, on n'aboutira jamais à l'unité. Donc comment s'exprime dans la pratique la volonté générale, dans une grande démocratie comme la nôtre, puisque le consensus ne pourra jamais exister? Comment s'exprime-t-elle? Elle s'exprime à travers une majorité. Donc finalement, le bien général, le bien public, l'intérêt général va être défini à partir de la majorité. C'est la majorité qui a nécessairement raison. Et en démocratie, évidemment, on doit toujours se plier à la loi de la majorité. Et si vous voulez, même si vous appartenez à la minorité, à partir du moment où c'est la majorité qui définit la loi générale, qui est le bien général, eh bien vous êtes censé vous soumettre à cette majorité parce que c'est cette majorité qui a raison. Et finalement, vous devez accepter cette loi de façon intérieure, car finalement c'est ce que vous auriez dû voter vous-même. Puisque la majorité qui a nécessairement raison, vous avez eu tort d'être dans la minorité. La minorité a toujours tort en démocratie, parce que finalement, effectivement, la volonté générale n'exprimant que par la majorité, c'est elle qui va définir le bien général. Si vous voulez, la démocratie repose sur un tour de passe-passe, un sophisme, puisqu'effectivement, le bien général exprime ce que j'aurais dû voter. Donc, déclare Rousseau, le pacte social fondé sur la volonté générale va donner au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens. Il y a un pouvoir absolu de la volonté générale, donc de la majorité, en traduction concrète, sur tous les siens. Et il n'y a aucun souverain, il n'y a rien pour limiter en République
cette volonté générale, donc cette majorité, dans sa traduction concrète. La majorité n'a aucune transcendance à elle-même. Hein. Le roi, on dit toujours le roi absolu, le roi souverain. C'est très bien que le terme d'absolu sous l'ancienne monarchie, qui est un terme moderne, hein, on ne parlait pas de monarchie absolue sous Louis XIV, c'est après qu'on a parlé de monarchie absolue. Que la monarchie absolue, elle voulait dire avant tout une monarchie qui était indépendante des factions, indépendante de l'oligarchie, indépendante des pouvoirs, etc. Le roi Louis XIV n'avait pas de pouvoir absolu au sens de tyrannique, despotique. Vous connaissez tous peut-être, je vous l'apprends, cette phrase de Louis XV. Hein, on lui parlait déjà d'insécurité qui régnait à Paris la nuit. Et Louis XV disait, si j'étais le préfet, si j'avais le pouvoir du préfet de police, j'interdirais qu'on se déplace Paris la nuit. Louis XV pouvait prendre aucune décision de police sur Paris. C'était un monarque absolu peut-être, mais c'était le préfet de police de Paris qui en avait, et il obéissait à des règles sur lesquelles le roi ne pouvait pas agir. Hein. Donc, effectivement, on a tort de croire que Louis XIV avait des pouvoirs bien inférieurs à ceux qui sont de Hollande aujourd'hui ou de Sarkozy il y a un an, etc. Hein. Donc, quand on parle de monarchie absolue, c'est entièrement faux. Le roi n'avait pas tous les pouvoirs, loin de là. Il était limité par deux types d'ordre, de pouvoir, comme il y a deux ordres différents. Un, c'était les lois fondamentales du royaume, c'est-à-dire des lois qui ne pouvaient absolument pas changer, hein, que ces lois passaient de génération en génération et que les parlements, et notamment le Parlement de Paris, étaient chargés de faire respecter. Quand Louis XIV, par exemple, a voulu rendre dynastes deux de ses enfants illégitimes dans son héritage, à sa mort, son testament, je veux dire, son testament était cassé par le Parlement de Paris. Il ne pouvait pas faire héritier de la couronne des enfants qu'il avait eus illégitimes. Bon. Ça, c'était les premières limitations du pouvoir du roi. Deuxième limitation du pouvoir du roi, c'était une loi transcendante, ce qu'on appelle les lois non écrites. C'était que le roi se soumettait à un souverain qui était Dieu, mettant de Dieu sur terre. Et ça, effectivement, il y avait une transcendance, il y avait des lois non écrites auxquelles le roi également devait se soumettre. Chez Rousseau, la République laïque, elle n'existe plus. Il y a d'un côté ce qu'on appelle le légicentrisme, c'est-à-dire que toute loi voulue par la majorité devient la loi de l'État. Il n'y a aucune limitation possible à cette loi. Donc tous les pouvoirs à la majorité. Et puis également aucune transcendance, hein, aucun Dieu reconnu, aucune loi non écrite. Hein, et effectivement, vous avez une sorte d'absolu de la volonté majoritaire en République. Et c'est Rousseau lui-même qui parle de foi politique. Après, on n'a plus de foi religieuse et de loi non écrite. Vous avez ce qu'on appelle une foi politique. Rousseau écrit dans le Contrat social, le citoyen doit proclamer une profession de foi purement civile, sans pouvoir obliger personne à les croire. Donc, le citoyen doit proclamer une foi purement civile, ce qu'a fait Robespierre, je veux dire. Et si on peut obliger le citoyen à les croire, néanmoins, l'État peut bannir de l'État quiconque ne les croit pas. On peut bannir de l'État quiconque ne croit pas à ces professions de foi civile. Et si quelqu'un, ajoute Rousseau, après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, vocabulaire religieux en politique, ce qu'il y a de pire, se conduit comme ne les croyant pas, si quelqu'un, après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes civils, se conduit comme ne les croyant pas, qu'il soit puni de mort. Donc soit vous reconnaissez la foi, soit vous ne connaissez pas la foi publique de l'État, vous êtes banni, c'est-à-dire exilé, soit vous le reconnaissez mais après vous vous révoltez, vous devez être puni de mort. Ça fait allusion, enfin vous avez deux événements historiques immédiats qui interpellent par rapport à cela. Le bannissement des prêtres jureurs et les prêtres réfractaires sous la Révolution. Vous savez que la Révolution, c'est strictement rousseauiste, a voulu faire une constitution civile du clergé. C'est-à-dire soumettre le clergé qui obéissait à la loi de Dieu, qui obéissait au roi, vous savez, comme il y a une tradition gallicane en France, soumettre le clergé catholique à la loi civile. À la loi civile. Vous avez des prêtres qui ont juré, des prêtres jureurs, qui sont donc soumis à la Révolution, et vous avez un grand nombre de prêtres, qu'on dit réfractaires, qui ont refusé.
qu'est-ce qu'a fait la République? Elle les a bannis, elle les a exilés, et souvent ou massacrés d'ailleurs déjà. Et puis vous avez deuxième fait historique, parallèle d'ailleurs, le premier en déclenché le second, c'est tout simplement les Vendéens. Vous savez que les Vendéens ont accueilli favorablement la Révolution en tant que celle-ci a paru respecter finalement tout ce qui était important à leurs yeux, c'est-à-dire essentiellement la foi et le roi. Hein, les Vendéens ont participé, par exemple, à vendre des biens des clergés, etc. Ils étaient favorables à cet embourgeoisement possible de leurs conditions. Mais quand ils ont touché à l'essentiel, les Vendéens se sont révoltés. Et là, ils ont été punis de mort. Hein, les génocides en Vendée, hein, les chiffres on les connaît pas exactement, mais il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts, avec une volonté systématiquement d'éradiquer non seulement les combattants, les hommes, armes à la main, comme dans toute guerre civile, ça se fait, évidemment c'est la loi, mais également les femmes, les enfants, les vieillards. Donc, si vous voulez, on peut dire que la justification de l'égide des Vendéens se trouve déjà dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Hein, et le mythe de l'égalité aboutit donc à la clause unique du contrat social, l'aliénation totale de chaque associé, ici c'est un terme de citoyen, l'association totale de chaque associé avec tous ses droits à la communauté. C'est la définition d'un État totalitaire. C'est la définition d'un État totalitaire. Et souvenez-vous que les États totalitaires modernes du XXe siècle, qu'il s'agisse à droite du nazisme, du fascisme ou du communisme, ont toujours exigé une aliénation totale des citoyens à l'État, et même, dans le cas du fascisme, du nazisme, de prêter serment. Cette foi purement civile dont Rousseau traite dans le contrat social était mis effectivement en action. On devait prêter serment à l'État italien, par exemple. On devait prêter serment à l'État allemand. Hein, et sous le nazisme. Et c'est quelque chose que Maurras a toujours contesté. On dit que Maurras avait des faiblesses pour le fascisme italien. Ce n'est pas vrai. Il a reconnu que le fascisme italien correspondait à un certain génie de l'Italie dans un mouvement difficile de sa vie à l'Italie. Mais Maurras a toujours été opposé à l'étatisme fasciste. Si on définit le fascisme par l'étatisme, et c'est sa véritable définition, hein, eh bien, Maurras a toujours été opposé à l'étatisme fasciste. On peut dire qu'en ce sens, ça n'a jamais été un penseur pro-fasciste. Et il critique, par exemple, le serment. On ne doit pas prêter un serment à l'État pour Maurras. On peut donc dire que le contrat social est une théocratie. C'est une théocratie, le contrat social, dont le Dieu est la volonté générale. Alors, dernier plan sur le plan social. Position du mythe de l'égalité sur le plan social. Je vais revenir à Tocqueville. Tocqueville observait déjà au XIXe siècle que la société démocratique se caractérise par la recherche du bien-être matériel. L'égalité des conditions, on a vu que c'était effectivement le grand mythe de l'égalité, par la consommation, effectivement, promeut la volonté d'égaliser l'égalité des conditions par la consommation est recherchée. C'est-à-dire que dans le mythe de l'égalité, on sait que l'égalité économique existera toujours, mais néanmoins, la société démocratique se caractérise par la volonté de donner le bien-être à tout le monde, donc par l'envie qui se traduit dans le consumérisme. Et le consumérisme atteint toutes les couches de la société aujourd'hui, c'est-à-dire la volonté de consommer au maximum. C'est-à-dire que dans la société démocratique, on assiste au fait que les traits culturels propres à chaque classe sociale, ou à chaque corps, comme on disait dans l'ancien régime, s'estompent au profit d'un goût commun pour le bien-être matériel. C'est le consumérisme. Et comment se va traduire ce consumérisme, observe Tocqueville? Quel est le risque de cette recherche du bien-être matériel? C'est le fait de renoncer à la liberté politique. C'est effectivement, il va y avoir une sorte de deal, pour parler le langage d'aujourd'hui, une sorte d'échange. L'État va m'assurer un certain bien-être matériel. En compensation, j'abandonne à l'État ma revendication, mes droits politiques. Et c'est quelque chose à laquelle on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, plus le citoyen, l'État va se préoccuper de plus en plus d'assurer aux citoyens un certain bien-être matériel en échange de l'abandon de sa résistance et capacité politique. On le voit à travers le traitement économique et social, par exemple, du chômage. Pourquoi est-ce si important le traitement social du chômage? C'est parce que, précisément, ce traitement social permet
d'annihiler ou les protestations politiques. S'il n'y avait pas de traitement social du chômage, vous auriez nécessairement des mouvements de révolte populaire. Donc c'est très important pour l'État actuellement, effectivement, de faire le traitement social du chômage, parce que cela permet effectivement de réduire les révoltes populaires. Et donc c'est la période que nous vivons aujourd'hui. Vivons aujourd'hui une sorte de despotisme politique, qui repose sur une sorte de despotisme moral également. Toutes les lois liberticides qui ont été votées, l'imposition du politiquement correct. On le voit à quel point aujourd'hui également la liberté d'expression est bafouée, il devient presque immoral de pouvoir s'exprimer en dehors d'un certain discours convenu. Et ça, on l'observe environ depuis 30 ans. Il y a un véritable ordre moral, néo-moral, qui s'instaure aujourd'hui et qui est perpétué à la fois par les médias, bien sûr, qui ont son expression, mais également par tous les mouvements politiques républicains. La gauche, bien sûr, l'UMP, ne pas déraper, le terme de dérapage, on perçoit véritablement qu'on a véritablement une sorte de chape de plomb qui pèse sur la liberté d'expression, juste même aujourd'hui au Front National. La dédiabolisation a aussi consisté d'une certaine façon également à rejoindre un certain discours lissé, un certain discours convenu. On assiste également ce dispositif politique au plan supranational. Puisque aujourd'hui, ce n'est pas simplement le pouvoir politique français, mais c'est le pouvoir politique européen qui prend les décisions en France. Et là également, on nous a donné une citoyenneté européenne, il y a 30 ans, mais qu'est-ce que cette citoyenneté européenne, quel sens a-t-elle, alors même qu'une citoyenneté politique française n'a plus aucune valeur, n'a plus aucune efficacité. On l'a vu avec, par exemple, le traité européen, constitutionnel européen. En 2005, les Français ont rejeté ce traité. C'était une dernière rail de souveraineté politique, puisque, quelle a été la conséquence 3 ans après, en 2008, Sarkozy a fait adopter le traité de Lisbonne, qui reprenait le traité européen que les Français avaient rejeté. Giscard a déclaré à l'époque, le traité de Lisbonne, c'est lui qui avait rédigé la Constitution européenne. Le traité de Lisbonne, c'est la Constitution européenne moins bien écrite. Voilà. Mais c'est la même chose. Donc, nous assistons effectivement, si vous voulez, à un recul fondamental, historique, sans précédent de la citoyenneté politique à l'heure actuelle, auquel se soumet le gouvernement lui-même. C'est très bien que les gouvernements pays vont prendre leurs ordres à Bruxelles. Alors, je vais terminer par 2 questions subsidiaires. Premièrement, si l'égalité est un mythe, faut-il faire pour autant de l'inégalité une contre-valeur? Faut-il faire de l'inégalité en soi une valeur? Alors, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas égalitaires que nous sommes inégalitaires. C'est-à-dire que nous ne faisons pas pour autant de l'inégalité une valeur. L'inégalité est protectrice. L'inégalité permet d'assurer une certaine harmonie sociale. Elle permet également, l'inégalité, la reconnaissance d'une égalité, elle permet d'harmoniser toutes les compétences. Regardez dans l'éducation. L'éducation vit sous le mythe de l'égalité. On dirait presque que l'école a pour fonction de favoriser l'égalité. Non, l'école a pour fonction de favoriser le savoir. Elle n'a pas pour fonction de favoriser l'égalité, l'école. Elle a pour fonction de favoriser le savoir, d'enseigner, de rendre le plus possible chaque enfant, chaque élève instruit, afin qu'il se débrouille dans l'existence, trouve un travail, etc. On développe son esprit critique. Le mythe de l'égalité fait un mal énorme dans l'éducation. Et premièrement parce que, comme on veut sans cesse favoriser l'égalité, on rabaisse sans cesse le savoir qui est dispensé. Quand je arrive à un niveau de bac, excuse pour les jeunes bacheliers, si on a ici, quand on a 85% de bacheliers ou presque, bon, il faut être honnête. Pourquoi passer le bac? Pourquoi dépenser des dizaines de millions d'euros à faire passer un bac, que finalement on donne quasiment. Deuxièmement, le préjugé intellectualiste fait que, aujourd'hui en France, notamment des pays comme l'Allemagne, on fait poursuivre l'école jusqu'à 16 ou 18 ans à des jeunes qui ont d'autres formes d'intelligence que l'intelligence purement rationnelle ou l'intelligence purement scientifique.
Et là, on méprise des compétences qui pourraient s'exprimer autrement dès l'âge de 13 ou 14 ans. Vous voyez, par exemple, le danger que fait courir le mythe de l'égalité à toutes les formes d'intelligence, à toutes les compétences qui peuvent exister dans la société. Et la gauche va même en rajouter. Mélenchon, il veut même supprimer l'apprentissage. Il trouve que c'est criminel, l'apprentissage. Et longtemps, la gauche a voulu rendre obligatoire également l'école jusqu'à 18 ans. Bon. Ça part de préjugés égalitaristes qui sont stupides et finalement qui aboutissent à favoriser l'inégalité, puisqu'il y a toujours des gens qui se retrouvent ensuite sur la paille. Mais ce n'est pas parce que donc l'inégalité, la reconnaissance des inégalités est nécessaire que pour autant on doit être inégalitaire, c'est-à-dire faire de l'inégalité une valeur. L'inégalité n'est pas une valeur non plus. Premièrement, pourquoi ? Parce que nous refusons effectivement le fait de voir qu'il pourrait y avoir des hommes inégaux entre eux. C'est même parce que nous pensons que les hommes, la Déclaration des droits de l'homme ment lorsqu'elle dit que les hommes naissent libres et égaux et demeurent libres et égaux entre eux. Elle ment parce que sur le plan social, c'est faux. Néanmoins, nous reconnaissons et Maurras a toujours reconnu, entre tous les hommes, une égalité substantielle, fondamentale. Comme il écrit lui-même, ce qu'il peut reconnaître de véritable égalité entre les hommes qui se révèlent à lui ressemblerait plutôt à une chose qui serait la même chez tous. C'est un composé de science et de conscience, une faculté d'adhérer spontanément aux axiomes universels, des nombres et des figures, la distinction du bien et du mal, l'attitude à choisir ou à refuser l'un et l'autre, c'est-à-dire la conscience, tout ce qui est personnel, tout ce qui définit la personne humaine. Tout homme ayant cela, dit Maurras, vaut tout homme pour cela. Alors pourquoi est-ce important ? C'est parce que trop souvent au XXe siècle, on s'est servi de la critique de l'égalité pour justifier de fausses et de criminelles inégalités. Et je pense bien évidemment à tout ce qui est le racisme. Ou à ce qu'on appelle également, ce qu'on a appelé la nouvelle droite dans les années 70, la sociobiologie, c'est-à-dire fonder les inégalités sociales sur des inégalités biologiques. Et cela, c'est pas du tout notre tradition contre-révolutionnaire. L'égalité substantielle entre les hommes, nous sommes tous faits, bon, pour les chrétiens, nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Pour Maurras, eh bien, tous les hommes ont une conscience et tous les hommes valent tout autre homme par leur conscience. Parce qu'il y a de conscience en eux et d'accession au sens commun. Ce qu'on appelle depuis Descartes le sens commun. Donc, il n'y a aucune justification de l'inégalité entre les hommes chez Maurras au sens ethnique, sociobiologique, je dis pas social, sociobiologique et racial. Et ça, c'est très fondamental. Et là, Maurras se situe dans une tradition qui remonte à Aristote. Quand Aristote dit dans les catégories qualifiées techniques, mais qu'il dit qu'il n'y a pas plus de plus et de moins, c'est ce qu'Aristote dit, il n'y a pas plus de plus et de moins dans une substance, dans une chose, il n'y a pas de plus et de moins, et il prend comme exemple un homme. Il n'y a pas plus d'hommes d'humanité dans un homme que dans un autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-homme et il n'y a pas de surhomme. Cela, il ne faut pas faire de notre défense de l'inégalité protectrice un prétexte à justifier toute théorie aboutissant à promouvoir une doctrine criminelle, justifiant le fait qu'il y aurait des sous-hommes ou des surhommes. Il n'y a pas de sous-hommes ni de surhommes. Il n'y a que des êtres humains qui ont leur histoire, qui ont leurs inégalités de compétences, d'intelligence, de capacités physiques, intellectuelles. Toutes ces inégalités-là doivent être reconnues. Au contraire, il faut les reconnaître. Parce que c'est le seul moyen d'arriver à une société qui ne soit pas trop injuste, qui ne se leurre pas sur elle-même, mais il ne faut pas pour autant justifier de fausses inégalités qui seraient criminelles. Comme le dit Boutan, l'inégalité entre les hommes, en disposition particulière, en chance et en vertu, se révèle presque aussi grande qu'entre les espèces animales différentes. L'égalité existe entre les hommes. Mais n'en déplaise aux émules d'Alain de Benoît, qui était la nouvelle droite, elle se situe à l'intérieur d'un genre humain dont le total oubli est le mal et la mort. Le genre humain existe. Le genre humain existe. Rien, ajoute Boutan, dans l'enseignement contre-révolutionnaire ne suggère que l'accroissement de l'inégalité ni sa conservation religieuse et sacrée soient des biens. Rien dans l'enseignement contre-révolutionnaire ne suggère que l'accroissement de l'inégalité ni sa conservation religieuse et sacrée soient des biens. Il y a des inégalités parce qu'il y a des fonctions et des différences.
Donc aucune justification de l'égalité entre les hommes, au sens où il y a une égalité raciale, sociobiologique, etc. Il n'y a pas de sous-homme ni de surhomme. Dernière question subsidiaire, deuxième et dernière. Faut-il revenir à une société d'ordre, une société d'ancien régime, et jeter aux orties, par exemple, le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? On pourrait être tenté. Alors attention à ne pas commettre de contresens. La société d'ancien régime a elle-même évolué. Elle a évolué, et si l'idéologie égalitaire est source d'aigreur, d'envie, d'injustice, toutefois, être royaliste, ce n'est pas vouloir établir les ordres et encore moins le servage. On ne regarde pas vers le passé. Notre projet royaliste n'est pas le rétablissement des ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Après tout, ce sont les rois de France qui, au XIVe siècle, dans le domaine royal, le domaine royal dont le cœur était l'Île-de-France et qui après s'est peut-être étendu, ce sont les rois de France qui, dès le XIVe siècle, ont, les premiers dans le domaine royal, aboli le servage. C'est eux qui ont aboli le servage, dès le XIVe siècle. C'est une première œuvre d'égalité politique, qui a été l'abolition du servage. Donc, si vous voulez, la proclamation de l'égalité des citoyens devant la loi est incontournable. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doive en conclure au mythe révolutionnaire de l'égalité. On peut concilier la reconnaissance des citoyens devant la loi, l'égalité des citoyens devant la loi, avec la promotion des inégalités protectrices, ou de ce qu'on n'ose plus appeler des discriminations. C'est que le terme de discrimination est totalement diabolisé. On n'a pas le droit de favoriser la discrimination dans le droit français. Toute recherche de discrimination est bienvenue pour la dénoncer, ce qui aboutit parfois à des choses absurdes, voire à des injustices. Par exemple, j'en reviens aux libéraux, c'est au nom de la lutte contre la discrimination, par exemple, qu'on a autorisé il y a quelques années les femmes à travailler la nuit. C'était interdit depuis la fin du XIXe siècle, aux femmes de travailler la nuit. Eh bien, l'Europe libérale nous a imposé, dans le droit français, de renoncer à cette discrimination, au nom de l'égalité. Une femme vaut bien un homme, les hommes ont le droit de travailler la nuit, pourquoi les femmes n'auraient pas le droit de travailler la nuit? C'est très bien que c'est un mensonge. C'est très bien que travailler la nuit, surtout dans des travaux pénibles, personne n'a vraiment le désir. Ça tue le rythme biologique. On s'aperçoit déjà des conséquences des études qui ont déjà été menées depuis 10 ans, des conséquences sur les femmes. On a observé par exemple que les femmes qui travaillent la nuit à des travaux pénibles ont plus de risques d'avoir un cancer du sein que les autres. Des études ont été faites. Bon. Voilà, au nom de la non-discrimination, on a abouti. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence entre le fait de reconnaître l'égalité politique des citoyens devant la loi et d'avoir une idéologie égalitariste, hypocrite, qui aboutit effectivement là à des injustices. Alors, Louis XIV lui-même d'ailleurs disait que les Français avaient un goût de l'égalité. Dans ses mémoires, il écrit « Au génie de nos Français correspond le fait que d'aussi loin que nos histoires nous en peuvent instruire, s'il y a quelque caractère singulier dans cette monarchie, c'est l'accès libre et facile des sujets au prince. Une égalité de justice entre lui et eux, les tiens, pour ainsi dire, une société douce et honnête. Nonobstant la différence presque infinie de la naissance, du rang et du pouvoir. Une égalité de justice entre lui, le roi, et eux, les sujets, les tiens, pour ainsi dire, d'une société douce et honnête, nonobstant la différence presque infinie de la naissance, du rang et du pouvoir, écrit-il dans ses mémoires. Donc cette égalité de justice, c'est le fait qu'on ne peut naître que franc, c'est-à-dire libre, sur le sol français. Voilà.